Je l'ai jamais vraiment eu en fait. J'adore ça. Pour ça que ça me manque les conférences, faut que ça revienne. Vite. Alors, Et bonjour surtout, à c'est toutes et vraiment à pas tous. clair, hein. Ouais. Alors, ce matin, on va traiter d'un sujet qui est hyper d'actualité, c'est le sujet de la motivation et de l'engagement, et je dirais même du réengagement des salariés dans l'entreprise. J'allais dire post-crise, mais on n'est pas vraiment post-crise, mais on espère l'être ou l'être très prochainement. Donc, pour traiter de ce sujet, je reçois ce matin Théanie Leprieur et Gaël Châtelain-Berry, que vous connaissez, hein, que j'ai déjà reçu lors d'un webinaire précédent. Théanie, tu peux te présenter? Bonjour à tous. Merci en tout cas Christophe pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Théanie Le Prieur et je suis actuellement présidente d'une association qui s'appelle la Happy Tech, qui est une association qui rassemble toutes les solutions tech innovantes au service du bien-être en entreprise. Et en parallèle de ça, j'ai également une autre casquette. J'ai ouvert avec mon associé la filiale française d'une entreprise qui s'appelle Liti, qui est une plateforme en ligne de gestion d'événements pour à la fois automatiser toute la gestion de l'événement et également réduire le stress de l'organisateur d'événements parce que c'est le cinquième métier le plus stressant au monde. Gaël? Donc je suis Gaël Châtelain-Berry, je suis écrivain. Alors j'en profite d'ailleurs, tu m'en voudras pas. Ça c'est sorti une semaine avant le confinement. Comme celui-là, j'ai eu pas mal de bol cette année, puisque j'ai aussi celui-là qui est sorti une semaine avant le confinement. Donc, je suis écrivain, je suis chroniqueur pour le magazine Psychologie et LCI, je fais beaucoup d'articles. Oh! Tu l'as déjà lu ou pas? Non, pas encore, parce que tu sais, j'avais mon problème à l'œil, donc Ah, je ménage ah bah oui. mes yeux en ce moment. Alors, par contre, j'ai eu le droit à une belle dédicace. Ah, Hein? sympa! Et je suis aussi surtout conférencier. Donc, en ce moment, on peut dire que c'est l'activité la plus débile à avoir, puisqu'il n'y a pas de conférence. Donc, grâce à la technologie, en fait, je me fais souvent cette réflexion. Si cet épisode-là avait eu lieu en 2001 ou 2002, on ne l'aurait pas eu tout à fait pareil. On ne l'aurait pas vécu pareil. Le numérique a quand même été un truc extraordinaire. Preuve en est, ce webinaire. Tu as vu comment je fais la Ouais, transition? c'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, je vais juste reconnecter deux utilisateurs qui ne nous entendent pas. Voilà. Et Nathalie. Alors, si vous avez un problème de débit de réseau et que vous ne nous entendez pas ou ne nous voyez pas, dans l'invitation que vous avez reçue, vous pouvez également nous rejoindre par téléphone pour écouter ce webinaire. Alors pour démarrer, on va démarrer par une petite question. J'aimerais avoir votre retour. Une question toute simple qui est la suivante. Où travaillez-vous aujourd'hui? Là, en ce moment, vous êtes où? Vous êtes chez vous? Vous êtes au bureau? Vous travaillez pas? Là, a priori, Théanie, Gaël et moi, ben, on est... Ah non, Théanie, t'es au bureau. Eh oui, je suis au bureau, moi. Ouais. Exact. Donc on a quand même une grande majorité des personnes là qui sont chez elles. Très peu de personnes au bureau. Télétravail. Une fois par semaine au bureau, on nous dit chez moi, télétravail. Donc on constate de toute façon actuellement, effectivement, que beaucoup de personnes sont encore chez elles en télétravail et que très probablement, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, le retour au bureau devrait intervenir avec le retour à l'école lundi. Alors pour revenir sur cette crise, concernant cette problématique de l'engagement et de la motivation, moi j'ai identifié différents types de populations concernées. Trois populations en fait. La première population, c'est
C'est les salariés qui, eux, ont continué à travailler pendant cette période et qui souvent ont même davantage travaillé que d'habitude. On fait beaucoup d'heures sup. On pense bien évidemment au personnel hospitalier, mais on pense aussi au personnel en grande distribution. Le deuxième axe, ça va être les personnes qui étaient en télétravail et qui se sont vues imposer le télétravail. On en a d'ailleurs traité le sujet du télétravail confiné récemment avec Gaël. Et puis, la troisième typologie, c'est les personnes qui étaient en activité partielle, qui ne travaillaient plus. Gaël, je sais que tu as fait un petit sondage récemment sur la motivation des personnes à retourner au bureau. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? En fait, je m'attendais à ce que la motivation soit basse, mais je me suis un peu pris une gifle avec ce sondage. Que toutes les semaines, je fais un sondage sur mon site web et il y a entre 1000 et 1500 personnes qui répondent. Et là, c'était, je crois, 1300 ou 1400 répondants. 73% des gens se sont déclarés moins ou vraiment extrêmement moins motivés qu'avant la crise. Ce qui est, en termes de... Enfin là, c'est même plus une tendance, c'est quelque chose de très lourd. Et ça serait intéressant de voir justement par rapport aux typologies que tu as évoquées. Je pense qu'il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont été en télétravail, ceux qui ont été en télétravail partiel, ceux qui étaient chez eux sans travailler, mais le niveau de motivation est très très bas. Alors, je pense que ça vient de l'angoisse, mine de rien, qu'il y a de travailler. Enfin, je pense qu'il y a une bonne nouvelle quand même au milieu de tout ça, c'est que pour la première fois, en tout cas moi depuis que je travaille, notre santé est passée devant l'inquiétude potentiellement d'avoir un salaire. C'est-à-dire que de fait, on a pensé au fait de ne pas choper le corona plutôt que de travailler. Et tant que le corona ne sera pas parti, je pense qu'on aura un souci de motivation aussi de ce point de vue-là. Je vois des entreprises qui prennent extrêmement soin de leurs salariés. Un truc tout bête, prendre la température tous les matins à l'entrée d'une entreprise, ça rassure. Et je ne dis pas que c'est un axe de motivation, mais je pense que l'angoisse de choper le corona, et pour l'avoir chopé perso, je le souhaite à personne. C'est vraiment pas drôle comme truc. Donc je comprends qu'on ne soit pas motivé pour aller, si on est expert comptable, d'aller faire de la compta en se disant je vais retourner au bureau, faire de la compta, et si ça se trouve, je vais me taper 3 semaines de fièvre. La balance, elle est assez évidente. Donc, on en reparlera très probablement plus tard. Je pense que sur la motivation, il y a quand même le rapport à sa propre santé qui est quand même assez essentiel. Et juste, si tu me permets, je ne sais pas si tu as vu, sur mon podcast Happy Work, mercredi, j'ai interviewé le vice-président de Monster Energy qui habite à Hong Kong et qui me disait que les gens reprenaient la vie normale, ils n'ont jamais été confinés parce qu'il y a un niveau de sécurité sanitaire extrême. Tu ne peux pas rentrer dans un magasin, aussi petit soit-il, sans qu'on prenne ta température. Et si tu as de la température, tu ne rentres pas. Donc il y a un sentiment de sécurité extrêmement fort à Hong Kong qu'on n'a pas forcément dans nos entreprises. Ouais. Oui, mais parce qu'ils ont déjà vécu d'autres crises avant nous et qu'ils y sont mieux préparés. Oui, mais je suis assez surpris quand même. Pardon, mais je suis assez surpris de voir que, par exemple, dans les supermarchés ou hypermarchés, je ne sais pas si vous allez faire vos courses, le masque commence à disparaître. Mon boucher, je ne l'ai pas engueulé, mais je lui ai dit, mais d'où votre équipe met pas de masque? On est en train petit à petit de se dire, c'est derrière nous. Je n'ai pas vu un magasin, pas un seul, qui prenait la température à l'entrée. Pas un. Alors que ce sont des solutions qui sont toutes simples et qui n'auront pas forcément d'impact sanitaire parce que peut-être que le virus est en train de partir, mais malgré tout psychologiquement, parce que la motivation, c'est quoi? C'est quand même avant tout psychologique. Et il faut jouer sur ces points de vue psychologiques et je pense que le symbole de prendre la température, il est extrêmement fort et je suis très surpris que, je sais pas, il y a peut-être des gens qui écoutent ce webinaire qui ont des entreprises où c'est prévu de prendre la température des salariés à l'entrée. Mais je pense, par exemple, à Veolia, ça a été les tout premiers, il y a 3-4 semaines, à imposer, pas imposer d'ailleurs, c'est pas vrai, mais à proposer des tests de contamination, non, à imposer, pardon, à contamination. Donc, mon voisin... Gaël, je te coupe, ils n'ont pas pu l'imposer, c'est pas légal. Ouais, mais non, c'est pas imposé, c'est proposé, tu as raison.
Mais en tout cas, le fait de savoir que mon voisin, il a été testé négatif, bon, bah ça allège un peu quand même. Ouais. Théanie, ton avis là sur cette crise, parce que bon, t'as forcément un avis, tu as des clients, c'était quoi l'ambiance? Ben, c'était hyper compliqué étant donné que donc avec ma casquette Liti, je suis dans l'événementiel. Donc voilà, le secteur comme toi, hein, le plus touché et les premiers touchés en l'occurrence, et avec zéro visibilité, zéro transparence. Et du coup, euh, effectivement, je te rejoins Gaëlle sur le fait que la santé elle est passée au-dessus et ça impacte nécessairement la motivation au travail. Et je pense qu'il y a aussi le manque de visibilité et d'insécurité sur certains secteurs. Et en l'occurrence, celui de l'événementiel. Tu vas avoir aussi, on parlait des salles de sport tout à l'heure, mais effectivement, certains secteurs qui n'ont pas pu bénéficier justement de l'effet d'aubaine du Covid et qui se sont retrouvés en chômage partiel, voire total, sans visibilité, ça impacte nécessairement la motivation. Et quand on essaie d'échanger avec eux, de savoir comment est-ce qu'ils se projettent, est-ce que ils arrivent à voir un peu plus loin, ils sont dans l'incertitude totale. Et du coup, nécessairement, ça impacte la motivation du collaborateur et j'imagine que la reprise ne va pas forcément être évidente parce que à date, aujourd'hui, on a zéro visibilité. Et moi qui suis en contact avec la Finlande, par exemple, parce que mon entreprise est originaire de là-bas, ils ont géré le Covid de manière totalement différente. Alors, on n'a pas le même nombre d'habitants, effectivement, mais pour autant, ça n'a pas été géré de la même manière. Il y a eu des tests qui ont été faits. De base, c'est une culture qui est assez distante. Donc, les gens, dès l'instant qu'il y a une mesure qui est prise au niveau du gouvernement, les gens la respectent. Ce qui n'a pas forcément été le cas à Paris. Hein, je suis désolée, mais faut se le dire quand même. En tout cas, dans les grandes villes, les gens respectaient pas forcément les mesures de confinement. Et à côté de ça, ils essayent petit à petit de donner de la visibilité aux personnes parce qu'ils se rendent compte que l'économie, c'est important aussi. Et du coup, ils ont notamment annoncé des mesures par rapport au secteur événementiel où on va pouvoir se regrouper à 500 personnes maximum en extérieur. Donc effectivement, les beaux jours arrivant, c'est plutôt positif dans le sens où ça va permettre à ce secteur-là de pouvoir se projeter et d'avoir de la visibilité pour s'organiser. Donc malheureusement, c'est pas géré de la même manière d'un pays à l'autre. Et en tout cas, moi, dans mon secteur, c'est ce que j'ai pu ressentir par rapport à la motivation et à la visibilité. Alors, Christophe, si tu le permets, j'aimerais répondre à une question qui est apparue sur quel est l'intérêt de prendre la température. Il suffit de prendre du paracétamol. Donc, quand j'ai eu le Covid, j'étais à 39 pendant à peu près 3 semaines. Et le seul truc que je prenais, c'était du paracétamol. J'aurais adoré que le paracétamol me ramène à 37, 37,2. Mais j'ai réussi pendant 3 semaines. Le plus bas où j'étais, c'était 38. Le plus bas. Donc, le paracétamol, c'est super. Et heureusement qu'il y avait du paracétamol, mais ça ne fait pas tomber la température à un niveau normal. Bon, moi, si je peux donner juste une petite astuce, ça va être une micro-parenthèse parce que c'est d'autres sujets qui m'intéressent à titre personnel. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien de cette merveilleuse femme qui est docteur depuis des années et qui soigne ses patients avec de l'argile et qui a soigné des personnes atteintes du Covid avec de l'argile verte. Voilà. Donc, je pourrais vous envoyer ce lien-là et peut-être qu'en fait, tu n'aurais pas eu besoin de paracétamol, Gaël. Je vais répondre à la question de Béatrice, si tu le permets, Christophe, sur prise de température en entreprise. Non, car pourquoi attendre d'arriver au bureau? Mais le problème, c'est mon épouse qui me l'a donné. On a mis 5 jours à réaliser, mais on est malade. Parce que ça n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, on se dit, tiens, j'ai le Covid. Il se passe 4-5 jours, donc il y a l'incubation de 14 jours, mais ça arrive petit à petit. Et l'idée, donc, dans les pays asiatiques qui font ça absolument partout, dans les magasins et compagnie, c'est justement de prévenir le jour où on commence à prendre un tout petit peu de température, de se dire, ah, je suis peut-être malade, je vais aller me faire tester. Donc c'est vraiment un côté préventif, c'est pas punitif, c'est juste, je pense que mon épouse est allée travailler à l'époque, c'était pas confiné, elle a dû contaminer des personnes parce qu'au moins pendant 4-5 jours, elle était en contact des personnes alors qu'elle était malade.
Donc, c'est plus du préventif que du punitif. C'est pas toi, tu as le Covid, rentre chez toi. Parce que, bien entendu, une fois qu'on sait qu'on est malade, on sort plus. Enfin, la question se pose même pas. Mais vous pouvez avoir une petite poussée de fièvre sans pour autant que ça soit le Covid. Donc, c'est compliqué de s'auto-réguler et de se dire. Je rappelle juste, mais c'était pas récent, c'était fin février, début mars qu'on l'a eu. Donc, il n'y avait pas toute la somme d'informations, mais c'est vraiment l'idée de prévenir. Et je crois que c'est la plus grande leçon qu'on ait eue de cette période, c'est le côté prévention. Et encore une fois, quand je parle de prendre la température à l'entrée, parce que le sujet, c'est pas le Covid, hein, c'est la motivation, je pense qu'il est fondamental que les entreprises, une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, on se dise qu'on est dans un environnement safe. Parce que je suis désolé de dire ça, Béatrice, mais il y a des gens qui, malheureusement, même en étant malades, vont aller travailler, et on le sait très bien. Vous savez que quand les périodes de grippe, il y a plein de gens qui vont travailler alors qu'ils savent qu'ils sont malades et qu'ils vont contaminer. Alors la grippe, c'est moins grave que le Covid, mais ce comportement de dire je vais travailler alors que je sais que je suis malade, dans les statistiques de l'absentéisme, c'est loin d'être nul. C'est vraiment loin d'être nul. Donc c'est pour ça il faut, à mon sens, le rôle de l'entreprise, si elle veut remotiver ses salariés, c'est justement d'éviter les comportements, j'allais dire d'abrutis, mais je vais le dire trop tard, je l'ai dit, le comportement d'abrutis qui se savent malades et qui viennent quand même travailler, donc déjà de faire une première barrière, et derrière de sécuriser les gens en leur disant on a fait tout notre possible pour que vous puissiez être hyper safe quand vous venez travailler. Voilà. Alors, je vais répondre à Béatrice qui nous dit préventif oui, mais chez soi pour commencer, pourquoi encore le demander aux entreprises? Mais en fait, personne ne le demande aux entreprises. D'ailleurs, c'est même pas recommandé par le gouvernement en fait. Hein, dans le protocole de déconfinement qui a été diffusé, la prise de température est autorisée mais non recommandée. Donc c'est un choix en fait de l'entreprise au cas par cas. Personne ne l'impose à l'entreprise. Alors effectivement, Laurent nous dit le sujet de la température semble vous tenir à cœur. Avez-vous des apports à faire sur la façon de remotiver les collaborateurs? Alors peut-être que Laurent, vous avez raté le début de notre intervention, mais ce que Gaël voulait souligner par rapport à cette prise de température, dans le cadre de la motivation des collaborateurs, c'est que premièrement, pour que les collaborateurs soient remotivés, il faut déjà qu'ils aient l'impression de arriver dans un endroit qui est sécurisé, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de risque de Covid. C'est déjà un premier axe qui est quasiment 50% du chemin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées confinées aussi seules chez elles et qui ont eu la plus grande peur à ressortir de chez elles. C'est bien ça, Gaël, hein? Oui, complètement. Mais pour rebondir, c'est effectivement, si on ne va pas parler température pendant 1 heure, parce qu'il y a d'autres moyens de remotiver, mais je pense que un des points qui a été vraiment fondamental pendant cette période de confinement, ça a été la perte de sens. Pourquoi est-ce que je travaille finalement? Quand on a d'un côté, je peux être malade et de l'autre côté, je dois aller travailler, le plus important, c'est notre santé. Donc le travail est passé derrière. Donc à mon sens, pour remotiver, il va y avoir un gros travail pour trouver un sens à tout ça. Prendre le temps de débriefer avec les équipes. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Comment vous avez vécu ce confinement? Et surtout, l'élément moi, qui me semble peut-être pas politiquement correct pour l'instant, mais pourtant qui me semble assez central, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va tirer de super positif de cette période dans l'entreprise? Que chaque entreprise se pose la question, mais finalement, est-ce que d'une menace qu'a été le Covid, on ne va pas en faire une opportunité? Et je pense à un sujet, notamment pour la France, qui me semble extraordinaire, et le Covid a été une opportunité génialissime. On va enfin se mettre au télétravail en France. On est un des pays les plus en retard sur le sujet. Quelle entreprise, aujourd'hui, va refuser du télétravail? Il va y en avoir probablement, mais déjà, il y a eu un taux d'équipement pour pouvoir télétravailler qui a explosé. J'ai un ami qui est patron de la transformation d'une grosse administration. Ils avaient un plan télétravail sur 2 ans. Ils l'ont mis en place en 2 semaines. C'est-à-dire que le travail de 2 ans a été fait en 2 semaines, et ce travail, il est fait. Donc, il va y avoir un accord de télétravail, on va avancer, donc on va tirer du positif. Et le nombre de salariés qui se disent « j'ai pas très envie d'aller travailler parce que… » Enfin, je corrige, j'ai pas très envie de retourner au bureau parce que finalement, j'ai plus de temps de transport, je suis chez moi, et je fais le même travail, voire j'en fais plus. Et je pense que le positif qu'on va tirer de ça et qui va remotiver les gens, c'est de dire, écoutez, grâce à ça, on va faire un accord de télétravail à 1 jour sur 2 ou 2 jours en alternance sur 3.
et de motiver les gens, c'est de se dire, mais tout ce qu'on a vécu là, finalement, ça n'a pas été pour rien. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se dire, cette période ne sert à rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment de vide, de se dire, bah, j'ai rien foutu. Je vais parler de ma toute petite vie personnelle. En tant que conférencier, je pourrais très bien me dire, j'ai perdu 3 mois, 4 mois de chiffre d'affaires et c'est un drame. Ou alors, au contraire, me dire, bah, j'ai découvert les webinaires, j'ai pu mettre en place une plateforme de replay de mes webinaires, tout ce genre de choses. J'ai écrit, j'ai fait plein de trucs. Tu m'as rencontré. Mais tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais complètement. Et je pense que ça va être la motivation, c'est que chaque entreprise se pose la question de qu'est-ce qu'on va tirer positif. Mais là, je crois qu'on a un public essentiellement de gens qui travaillent en RH. Tu as parlé tout à l'heure des infirmières et compagnie, mais les RH, je sais que vous avez vécu un enfer. Pendant le confinement, il a fallu gérer le télétravail. Maintenant, le déconfinement, il faut gérer tout un ensemble de choses. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir, au lieu d'être dans le côté protection, parce que c'était la priorité, maintenant, on se dit qu'est-ce qu'on va en tirer de positif et pourquoi les salariés vont kiffer revenir travailler. Et je pense que le truc... Pardon. C'est important ce que tu dis parce que avant de savoir comment on réengage et comment on motive les salariés, et c'est pour ça qu'au début, j'ai introduit en précisant qu'il y avait plusieurs types de populations à adresser, c'est que le niveau de motivation, il va être différent et les causes de la démotivation sont différentes en fonction des gens. Tu as les gens qui vont être démotivés parce qu'elles ont peur du Covid, donc elles veulent pas bouger. Tu as les gens qui n'ont pas travaillé depuis 3 mois et on sait que quand on a un arrêt de travail prolongé, bah, c'est toujours difficile de renclencher la machine, de se remettre au boulot, tout simplement de se réveiller le matin, de se dire « Ok, je démarre à 8 heures, je finis à 18 heures », alors que potentiellement, on a peut-être fait une grasse mat pendant 3 mois. Les gens qui sont en télétravail, eux, c'est une autre problématique parce que potentiellement, bah, ils n'ont pas envie de retourner au bureau parce qu'ils ont organisé leur bureau chez eux, ils sont bien. Eux, ils estiment qu'ils sont performants chez eux, donc pourquoi leur demander de faire 1 heure de transport pour retourner au bureau? Ensuite, tu as les gens, effectivement, qui ont surtravaillé pendant cette période et eux sont un peu démotivés, mais parce que tout simplement, ils sont épuisés. Donc la première étape, en fait, pour prendre en compte cette situation et voir comment on va mettre en place une stratégie de réengagement et de motivation, c'est déjà d'analyser sa population, d'analyser quasiment, je dirais, au cas par cas, les salariés de l'entreprise et quelles sont les causes. Parce que les causes sont différentes, même si on est dans une crise qui est commune à tout le monde, chacun l'a vécu différemment, mais chacun a des degrés différents et donc, il faut faire cet état des lieux pour mettre en place les actions en fonction de ces différentes typologies de salariés. Je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'un des services qui devrait être maintenant mis à contribution, mais de façon extrêmement forte, sont les services formation. Parce qu'aujourd'hui, là, je vois, il y a une question sur le rôle des managers. Combien de managers ont disparu et n'ont pas managé leur équipe parce qu'ils ne savent pas manager à distance. Donc, il va falloir que les services formation, pour remotiver, justement, forment les managers à comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe à distance, comment on fait pour remotiver des gens. Alors qu'on est vraiment passé d'une gestion d'entreprise de crise extrême. Maintenant, il faut revenir à la vie, même si elle est différente parce que le Covid n'a pas disparu. Oui, exactement. Alors, Théanie, je vais t'interroger sur une question très pratique, parce que la question qui se pose, c'est comment on fait pour analyser la motivation des collaborateurs quand ils sont chez eux. Est-ce que toi, côté Apitech, tu as des entreprises, des startups qui proposent ce type de service? Comment on peut opérer? Comment le digital peut permettre d'accompagner les RH dans ces objectifs? Bien sûr, en fait, l'idée, c'est d'utiliser à travers des solutions digitales qu'on a, par exemple, au sein de la Apitech. Je pense à Bloomin, mais il y en a d'autres. Bloom at Work. L'idée, c'est vraiment de se dire, on va pouvoir mettre en place des sondages, que ce soit des sondages hebdomadaires, des sondages journaliers, pour pouvoir analyser le ressenti des collaborateurs de manière quotidienne. Donc le collaborateur, il reçoit un email ou un SMS et les questions sont hyper rapides. On lui demande comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui, est-ce qu'il a à disposition le Wi-Fi, est-ce qu'il est dans des bonnes conditions pour travailler, est-ce que son ordinateur est bien positionné,
Est-ce qu'il a tout le matériel nécessaire? Et en fonction de ça, on parlait des RH tout à l'heure qui étaient vraiment sur le front, elles vont pouvoir analyser toutes ces datas qui ont été collectées et les managers également pour pouvoir derrière mettre des actions en place nécessaires en fonction de comment est-ce que se sent le collaborateur au quotidien. Donc ça va être un des premiers outils qui va permettre de pouvoir suivre comment se sent le collaborateur. Et puis ensuite, on va avoir des outils qui vont permettre de mettre en place des actions pour pouvoir agir notamment sur sa motivation, mais également sur son bien-être à distance. Mais d'ailleurs, je rebondis, Théanie, des applications comme Zest ou Supermood ont fait des packs spéciales des confinements, justement pour mesurer l'implication des gens. Et la libération de la parole, elle est extraordinaire. Je rebondis sur une réflexion de quelqu'un qui dit mon entreprise, on passe à autre chose. Cette phase de débrief, elle est fondamentale, mais vraiment fondamentale. Il faut parler avec les salariés. Alors, soit ça se fait en présentiel, soit effectivement, les outils dont parle Théanie sont absolument extraordinaires parce que ça permet de mesurer le niveau de motivation ou de démotivation déjà, parce que c'est pas le même d'une entreprise à une autre, c'est clair. Et j'aimerais rajouter un point dont on parle pas forcément, mais qui est aussi important. Souvent, il y a, et encore plus à distance, il y a un manque de communication et de transparence vis-à-vis de la hiérarchie. Et du coup, les collaborateurs sont pas forcément tous informés au même niveau de ce qui va se passer, quelles vont être les actions à venir, comment va tel ou tel service, étant donné qu'ils se retrouvent pas tous ensemble. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas l'oublier, ça aussi. Que ce soit dans la période actuelle, comme pour les vagues de déconfinement qui vont arriver, parce que tout le monde ne va pas arriver en même temps au travail. Mais il ne faut pas l'oublier parce que c'est important aussi, que la communication vers le haut. Alors là, on a un exemple qui est frappant et je voulais rebondir là-dessus, de Sylvain qui nous dit « Ma compagne à l'instant, qui a dû recevoir un mail qui lui dit « Fin du télétravail au 15 juillet ». Mail de l'ARH. Et puis aucune autre explication. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi cette problématique. Pendant le confinement, les entreprises ont quand même joué un rôle assez important de communication envers leurs salariés. Ça n'a pas été décrié. La plupart du temps, on a plutôt des retours positifs de la part de salariés qui nous disaient « Bah oui, on a des relations avec l'entreprise, on communique à distance ». Et je pense qu'on a même eu une communication plus importante qu'à l'habitude pendant le confinement. On a plus communiqué finalement via les mails, via la visio. Il y a eu plus de relations. Et finalement, aujourd'hui, comme on nous annonce dans les médias que la crise, là je lisais encore un article hier, que la crise est quasiment terminée, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font en fait ? Là, elles sont en train de préparer leur plan de reprise et donc elles oublient complètement de communiquer avec leurs salariés maintenant. Donc on est passé d'une phase où il y a eu une surconsommation de la communication avec les salariés à une phase où d'un seul coup, c'est le blackout et il n'y a plus du tout de communication. Donc pour répondre à Dominique tout à l'heure qui demandait mais quels sont les leviers de la motivation hormis la formation, etc. Mais le plus grand levier en fait de motivation, ça reste la communication. C'est la communication envers les collaborateurs. Alors effectivement, on peut comprendre que les CODIR se tirent un peu les cheveux en ce moment pour imaginer leur plan de relance, réorganiser leur stratégie, etc. Mais le premier axe de motivation du collaborateur, c'est d'être informé de ce qui se passe dans l'entreprise, de ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une nouvelle ligne de conduite ? Ok, on revient dans les bureaux, mais alors pourquoi on revient ? Est-ce qu'on revient pour revenir ? Est-ce qu'on revient parce qu'il y a un intérêt, parce qu'on va nous expliquer quelque chose, parce qu'on est plus efficient quand on est au bureau ? Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, l'entreprise ne veut pas de télétravail. C'est possible. Il y a certaines entreprises qui n'autoriseront pas le télétravail, mais elles ont certainement des raisons. Alors soit effectivement, on tombe sur, je vais reprendre le terme d'abruti, comme disait Gaël tout à l'heure, un abruti de DG qui se dit non, moi le télétravail j'en veux pas sans aucune autre raison parce qu'il a des a priori non fondés. Là, dans ce cas-là, on peut pas faire grand-chose. Soit on l'explique. Pourquoi le télétravail ? Pourquoi pas ? Pourquoi vous revenez au bureau ? Pourquoi tant de jours par semaine ? À quoi ça sert ? Enfin, c'est mon avis. Je donne mon avis comme ça un peu à chaud, mais... Si je peux me permettre, il y a un élément qui est en train d'arriver
mais de façon massive, encore une fois, on ne va pas parler que de télétravail, mais les directions financières commencent à rentrer dans la danse. Et là, j'ai l'exemple d'une grande administration que je ne peux pas nommer. Ils sont en train de se dire, mais finalement, nos agents ont été aussi productifs en télétravail qu'en présentiel. Ils vont réduire l'année prochaine de moitié la taille de leurs locaux parce que tout le monde va passer en télétravail à 50-50. Alors, ça demande une organisation énorme parce que c'est une administration d'un peu plus de 4000 personnes. Mais à partir du moment où il y a un intérêt absolument commun, et c'est là où je te rejoins, s'il y a des réflexions comme ça dans les entreprises, c'est important de les partager avec les salariés. Le manque d'information est horrible et je pense que la première information à diffuser pour remotiver les gens, c'est on ne va pas rattraper le retard. Il y a des gens qui angoissent en se disant le jour où je reviens, et je pense aux commerciaux par exemple, le jour où je reviens, mon boss il va me dire bon, allez, maintenant on va mettre vraiment les bouchées quadruples parce qu'on va rattraper le retard. Je pense que le premier message à envoyer pour que les gens reviennent au travail de façon hyper motivée, c'est de se dire les gars, on ne va pas rattraper le retard. Maintenant, on va essayer d'améliorer les choses. On va faire du mieux qu'on puisse. D'être extrêmement rassurant dans les objectifs. Et il y a un côté très anxiogène. Il suffit de regarder les médias. Enfin, moi, j'ai arrêté de regarder BFM, ITD et compagnie depuis bien longtemps. Mais il suffit de regarder 10 minutes pour comprendre à quel point c'est démotivant de se dire je vais retourner travailler. Déjà, est-ce que je vais retourner travailler? Parce qu'il y a des gens qui se disent est-ce que je vais garder mon taf? Donc déjà, la communication, tu as raison, Christophe. C'est essentiel de rassurer les gens sur le fait oui, vous allez avoir un travail. Bien sûr. Vous allez revenir ou pas. Non, mais oui, bien sûr que ça. Mais le ou pas est important. Mais il y a des gens si on est dans le doute, on ne peut pas être motivé. Oui, parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand tu regardes les médias actuellement, enfin les médias un peu tape à l'œil, là, comme ceux que tu viens de citer, dès que tu te connectes, c'est plans sociaux, c'est voilà, on est toujours dans le négatif, dans le m'as-tu vu, La SNCF recrute. La SNCF Réseau a annoncé un plan de recrutement de 2000 personnes. Comme quoi, il commence à y avoir des nouvelles positives. Et tu as des nouvelles positives. LVMH recrute 400 postes, La Poste recrute, on avait fait un article sur le sujet il y a 3 semaines. T'as quand même si vous allez voir sur Glassdoor, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui recrutent actuellement. Donc tout n'est pas négatif. Alors après, effectivement, là je suis manager dans une nouvelle équipe et c'est très difficile d'instaurer un climat de confiance et de communication quand les personnes n'ont pas été habituées. Oui, effectivement, mais tout ça, ça passe par la communication et ça va pas arriver en doigt. Moi, je pense que dans le contexte, les RH ont une place, ont vraiment l'occasion en fait de revaloriser leur fonction. La fonction RH, depuis quelques années, elle est dévalorisée. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans les films qui ont pu paraître. Il y a même eu des films qui attaquaient la fonction RH, comme si c'était le RH qui décidait lui-même de faire un plan social et qu'il était actionnaire principal de son entreprise. Donc aujourd'hui, il y a une super opportunité et hormis toutes les actions de QVT classique, de coaching, etc., c'est la fonction RH qui va être moteur de la relance. C'est la fonction RH qui doit évaluer et analyser ses ressources internes et les aligner, entre guillemets, par rapport à les objectifs du business. Donc, effectivement, ça passe par des plans de formation, ça passe par potentiellement des mobilités, ça passe par de la communication RH. Et quand on parle de formation, c'est pas nécessairement, on parle pas de formation, d'envoyer des gens faire des cursus de formation super élaborés. On peut avoir des formations, on l'a vu cette semaine par exemple, en utilisant le mobile learning, vous pouvez mettre à disposition des collaborateurs des mini-cursus de formation de 10-15 minutes sur différents sujets, ce qui permet d'aligner aussi vos collaborateurs avec la stratégie de l'entreprise et de l'expliquer. La formation, ça peut aussi être une formation qui vous aide à communiquer mieux auprès des collaborateurs. Ça fait des années qu'on parle d'expérience collaborateur, d'expérience utilisateur, d'expérience client. En fait, c'est la même problématique. Aujourd'hui, l'entreprise a la même problématique qu'ont les boutiques aujourd'hui. Les boutiques, la problématique, c'est comment je ramène mes clients dans mes magasins. Si on fait le parallèle, c'est un peu la même problématique. C'est pour ça qu'on a commencé par la sécurité.
Aujourd'hui, vous n'allez pas aller dans un magasin si vous n'avez pas l'assurance que les règles de sécurité sont respectées. Dans l'entreprise, c'est pareil. Et ensuite, il va falloir trouver les leviers pour faire réadhérer les gens à votre marque. Dans l'entreprise, c'est pareil. Les salariés qui n'ont pas bossé depuis 3 mois, qui sont en télétravail, dont les habitudes ont changé, il va falloir les réengager de la même façon. Donc il y a quand même aussi, alors je vais reparler des outils digitaux, mais les outils digitaux, c'est une superbe opportunité aujourd'hui pour accompagner ces stratégies de réengagement et de remotivation des collaborateurs. Ça fait pas tout. Après, c'est simplement des outils et ce qui va être pertinent, c'est ce qu'on met dedans. Mais je pense qu'on peut pas s'en passer aujourd'hui. Je rebondis sur ce que tu dis, Christophe. Je pense que les RH vont avoir un rôle de communicants également extrêmement important. Ils vont très probablement devoir se battre avec les directions financières, voire dans les CODIR, pour expliquer justement que la reprise, il va falloir vraiment prendre soin de l'humain. Il y a des gens qui sont défoncés pendant ce confinement. Il y a des gens qui vont être démotivés. Mais si on leur dit, le jour où ils reviennent au bureau, c'est exactement comme avant le 17 mars, je fais toujours ce parallèle entre deux personnes qui prennent une voiture qui n'a pas roulé depuis 1 an. Il y en a un qui va monter dans la voiture, qui va démarrer, partir comme un fou furieux. Puis il y a l'autre qui va vérifier les niveaux d'huile, vérifier la pression des pneus, qui va peut-être perdre 1 heure et il va repartir. C'est fort probable qu'au bout de 50 km, celui qui a perdu du temps, c'est le lièvre et la tortue. Et il va falloir justement ralentir pour rassurer et remotiver. Parce que, comme tu le disais, c'est quand on s'est arrêté pendant 3, 4, 5 mois, pas forcément de travailler, mais d'avoir cette routine, alors pour les Parisiens, de prendre le métro. Je ne sais pas s'il y en a qui sont parisiens qui écoutent, mais le kiff de prendre 3/4 d'heure de métro ou de RER pour aller travailler, il est très relatif, ce kiff. Très, très relatif. Mais c'est pour ça qu'il va falloir dire aux gens, on comprend que c'est pas simple, on le sait. Et donc, on va vous accompagner. Et d'avoir ce message avant la reprise, que combien de personnes vont reprendre lundi, et effectivement, ils n'ont eu aucune communication, si ce n'est « on va rattraper le retard ». On ne peut pas être motivé, c'est hyper angoissant. C'est comme si Théanie et Christophe, je vous dis, demain, je vous emmène dans un avion et puis on va monter l'Everest. Il dit, il est sympa le voyage, mais je ne peux pas, je ne sais pas faire. Et là, on s'attaque à un Everest, littéralement, de motivation. De toute façon, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Là, je vous ai partagé un article qu'on a diffusé cette semaine, parce que j'ai eu une remarque, et effectivement, on a diffusé un article qui s'appelle « Après la crise, un nouveau pacte social dans l'entreprise ». Mais oui, en fait, un nouveau pacte social est à construire parce qu'on rentre dans une ère complètement différente. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a 6 mois, quand un salarié vous demandait de faire du télétravail, vous lui disiez « non, la direction ne veut pas ». Et puis finalement, aujourd'hui, vous allez peut-être lui dire, on a négocié un accord d'entreprise, à partir de septembre, c'est 3 jours par semaine en télétravail. Ok, il y a eu la crise, mais il faut l'expliquer. Parce que l'entreprise elle-même a changé. Il n'y a pas que les collaborateurs qui ont changé, l'entreprise a changé. Il y a des managers, comme on l'a dit Gaël tout à l'heure, il y a des projets de transformation qui ont été réalisés en 2 semaines, alors qu'ils étaient planifiés sur 2 ans. Donc pendant cette période, alors une chose qui est quand même très bénéfique, c'est que ça a favorisé grandement l'innovation, la collaboration. Donc il y a quand même des points très positifs. Et puis ça a débloqué les mentalités sur un certain nombre de blocages qui étaient en entreprise sur le télétravail, sur un certain nombre de projets. Donc il y a eu des déclics en fait, alors qui ont été provoqués. Mais maintenant ils sont ancrés. Il est très peu probable que les entreprises fassent machine arrière sur ce qu'elles ont mis en place pendant le confinement. Et je crois qu'il n'y aurait rien de plus démotivant, Christophe, pardon de t'interrompre, je crois qu'il n'y aurait rien de plus démotivant pour des gens qui ont apprécié le télétravail qu'on leur dise « tu n'as plus jamais de télétravail ». Ouais. Alors, quand même, il faut nuancer quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, on fait un peu l'apologie du télétravail. Il y a aussi des collaborateurs qui sont en détresse totale en télétravail. Faut quand même faire attention à ça. Il y a des collaborateurs qui sont hyper heureux. Regarde, Théanie, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Bien sûr, le lien social, c'est clair. Tu préfères être au bureau que d'être chez toi pour bosser. Bien sûr, bien sûr. Le lien social, les enfants aussi, parce que tu n'en as pas parlé, mais quand on a des enfants et que ce soit en bas âge comme des enfants qui sont encore scolarisés, où on doit se transformer en maître ou maîtresse d'école, on ne vit pas le télétravail de la même manière et le confinement encore moins. Donc
moi, c'est mon avis personnel. Je pense que le télétravail, il doit être choisi. C'est pas. Alors, je sais que d'un point de vue réglementaire, ce sera pas possible parce qu'il faut mettre un cadre avec un minimum, etc. Mais pour moi, on ne peut pas imposer le télétravail à quelqu'un de la même manière qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de venir bosser X jours par semaine au bureau alors qu'il se sent plus efficace au travail. Et ça veut dire que vous parliez tout à l'heure des RH qui doivent se réinventer. Oui, c'est clair. Et ça va passer par de quelle manière est-ce que le salarié va être efficace de manière individuelle. Est-ce qu'il est plus efficace en travaillant à la maison? Est-ce qu'il se sent mieux en travaillant à la maison ou à l'inverse? Est-ce qu'il est plus efficace et se sent mieux en travaillant au bureau? Et ça passe par de la personnalisation à 100%. Et une légère nuance que j'aimerais rajouter par rapport au fait que effectivement les RH ils vont avoir un rôle central et c'est l'occasion pour eux de briller et de se réinventer par rapport aux collaborateurs. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une start-up qui, en réalité, elle propose un travail hyper intéressant pour l'entreprise, ce que malheureusement on ne fait pas forcément, c'est de croiser en fait le ressenti des collaborateurs avec le ressenti client. Eh ben, je peux vous dire que on tombe sur des cas hyper surprenants. Et en l'occurrence, cette startup-là qui avait pitché, elle avait présenté un cas client qui était hyper intéressant parce que du coup, on était complètement en décalage en fait. C'est-à-dire que les salariés qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément le bon niveau d'information par rapport à l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, etc., ils ne communiquent pas forcément les bonnes choses aux clients. Et du côté sales, on pense que les clients ils sont satisfaits, etc., alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Donc, petite parenthèse par rapport à ça, mais effectivement, il ne faut pas oublier le collaborateur et tout ce que le collaborateur va ressentir aura un impact direct sur le business. Alors, Gaël, j'ai une question pour avancer un peu sur le sujet. Tu as écrit « Mais qui a tué Bob ?» Mais non, mais blague à part. Et Bob, il est mort pendant le confinement? Mais alors, si tu avais suivi l'actualité de Bob, Bob a fait des chansons pendant le confinement. Et j'ai la grande fierté, on a composé des chansons parce que les guitares servent à quelque chose, qui ont été diffusées sur Europe 1, sans qu'on demande rien. Ouais. Donc, Bob n'est pas mort pendant le confinement, mais en fait, il s'aperçoit, je crois, et je rebondis en plus sur un commentaire sur le télétravail et sur ce que tu disais, Théanie, le télétravail à outrance, ça peut être dangereux, oui. Mais là, grâce à cette période-là, on a élargi le champ des possibles. Il faut bien avoir un chiffre en tête. Avant cette période-là, seulement 16 ou 17% des entreprises avaient des accords de télétravail. 16 à 17, alors qu'avant le corona, 64% des salariés souhaitaient du télétravail. Vous voyez l'écart qu'il y avait, 16% d'un côté, 64% de l'autre. Je pense que maintenant, le champ des possibles pour les salariés, il y aura des salariés qui se disent « Non, moi je ne veux pas de télétravail, je veux aller en entreprise ». Je suis assez convaincu que l'écrasante majorité, j'ai fait un sondage, c'était la semaine dernière, sur quelle est la part de télétravail que les gens souhaiteraient et est-ce qu'ils en voulaient. Donc déjà, le pourcentage qui était de 67% avant le corona est passé à 98%. 98% des répondants ont dit « Oui, je veux garder du télétravail ». Et plus de la moitié voulait être à plus de 50%. Donc, je pense qu'il ne faut pas imposer, effectivement. Mais par contre, donner le champ des possibles, tout en justement penser à un truc qui est quand même un tout petit peu important dont on ne parle pas, qui est le résultat de l'entreprise, in fine. Parce que la motivation, c'est pas qu'un truc humaniste, c'est avant tout pour qu'il y ait des résultats dans l'entreprise. Et donc, tout le monde y a intérêt. Et augmenter le champ des possibles, du côté télétravail, mais il y a plein d'autres sujets. La libération de la parole, c'est regardez ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce que les gens gueulaient qu'on les écoute pas. L'entreprise, c'est pareil. Et c'est très motivant de se sentir écouté. C'est pour ça, j'insiste beaucoup sur ce que tu disais, Théanie, sur les outils numériques pour libérer la parole. C'est pas que pour se faire plaisir, c'est aussi pour remotiver, se dire, les 3 mois qu'on a passés, ça y est, notre direction a enfin compris que notre parole est importante. Ça y est, on m'écoute. Et je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus motivant que de se sentir écouté et ensuite, bien sûr, que ça soit suivi des faits. Il ne s'agit pas de demander bon, les gars, vous êtes heureux? Non. Ouais, ok. Bon. Non, mais il y a des boîtes qui font ça. Malheureusement, on sait très bien, on l'a tous et toutes vécu dans des entreprises. On nous demande notre avis, et puis finalement,
on n'en fait rien. Donc, je crois qu'il y a plein d'opportunités pour que les gens se disent, quand ils vont revenir travailler, mais finalement, entre mon entreprise aujourd'hui et celle que je connaissais avant la crise, eh ben, franchement, elle est mieux, celle de maintenant. Il faut aussi que l'entreprise soit... Pardon, Christophe. Il faut que l'entreprise soit aussi transparente sur sa situation actuelle. Bien sûr. Sur éventuellement les pertes qu'elle a connues, sur les chiffres d'affaires. Parce qu'en fait, un des principaux axes de démotivation, c'est que les salariés ne savent pas trop où ils en sont. Moi, je discutais avec une amie qui bosse dans une très grande boîte et qui me disait, je sais pas à quelle sauce on va être mangé parce que je sais pas ce qu'on a vendu en mars, je sais pas ce qu'on a vendu en avril, en mai, je sais pas où on en est en juin. Et donc, si le collaborateur n'a pas une visibilité sur l'état de santé de son entreprise, c'est aussi compliqué de pouvoir le remotiver. Donc, il faut aussi que les directions fassent preuve de transparence sur leurs résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand je t'ai lancé là sur Bob est-il mort, ma question en fait, Gaël, c'était de savoir si la période a été plutôt... quel impact ça a eu sur la fonction de manager en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, la RH intervient sur la motivation, mais finalement, c'est le manager qui va remotiver les troupes. Sachant que ce manager a forcément lui aussi été impacté en tant qu'être humain par le confinement. Donc, quel est ton avis là-dessus? En fait, le manager, et ça j'ai eu beaucoup de retours par le biais de mon site web, ça a été un révélateur de talent d'une certaine manière, parce que le management à distance, c'est pas nouveau. Il y a des directeurs commerciaux qui managent des commerciaux sur le terrain en permanence. Donc, il n'y a pas une nouveauté de ce point de vue-là. Par contre, il y a des managers, par exemple, les managers qui étaient dans le micro-management, donc qui veulent tout vérifier, tout contrôler, ceux-là ont été absolument atroces pendant le confinement. J'ai l'exemple d'un manager qui demandait à son équipe de se connecter en visio à 8h30 et déconnecter à 18h30. Et lui, il légitimait ça en disant « Non, mais c'est pour garder le contact. » Non, c'était Big Brother, littéralement. Et il y en a d'autres qui se sont révélés véritablement parce qu'ils ont été empathiques et ils ont compris que leur rôle de manager, c'était de rassurer, de communiquer énormément. Justement, sur l'état, comme tu le disais, sur l'état de l'entreprise, est-ce que vous allez garder votre boulot? Enfin, sur des trucs basiques, on est revenu. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Pendant ces 3 mois de confinement, on est revenu au premier étage. Manger, boire, survivre. Point. Rien d'autre. Et il y a des managers qui ont bien compris ça et qui, petit à petit, ont redonné du sens à cette période. Déjà, le fait d'expliquer à quelqu'un en chômage partiel que non, il ne fait pas rien. Il lutte contre le Covid. Ça semble tout bête, mais il y a des managers qui ont eu cette intuition de ne pas perdre le contact, même avec ceux qui n'avaient plus d'activité. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux un scoop, Christophe? Non. Non, d'accord. Moi, oui. Non, mais je suis en train d'écrire un tout petit bouquin sur comment est-ce qu'on manage à distance, parce que quand je parle de formation, c'est aussi mon métier en tant qu'écrivain, c'est d'essayer d'amener des clés, parce que on ne se découvre pas manager à distance. C'est très compliqué. Il y a des managers qui pensaient que faire plein de visio, c'était fondamental. Mais non, la visio, c'est hyper intrusif. Si je vis dans un petit studio, un peu tout pourri, même si j'y suis heureux, j'ai pas envie qu'on voit mon intérieur. Alors, il faut peut-être expliquer à ces gens, mais je parle là d'un cas réel. J'ai expliqué au manager, mais faites une note pour dire que chaque personne peut mettre un fond virtuel derrière. Mais ça a changé sa vie. Mais si on ne lui explique pas, si sa structure ne lui a pas expliqué au manager, il va faire des faux pas. Et là, je vois, il y a des gens qui font des commentaires qui maintenant sont à 50-50 télétravail présentiel. Mais ça va être la même chose. Le manager est la clé de la motivation. Enfin, je ne sais pas si vous avez arrivé de travailler pour un manager qui vous gueule dessus en permanence. Ça ne motive pas à mort. Mais je le dis toujours, c'est la clé de la motivation, c'est toujours le management. Toujours. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais la motivation, c'est avant tout personnel. » Oui, mais si on a un boss qui nous démotive en permanence, ne fait pas de feedback, etc., on finit un moment par lâcher l'affaire et se dire à quoi bon? Donc, Bob n'est pas vraiment... Enfin, mon Bob à moi, il est mort, mais depuis longtemps. Mais je crois que le rôle du manager n'aura jamais été aussi important. Et surtout le management de proximité, justement, dans la diffusion de l'information, dans... le fait de rassurer. Alors, rassurer dans le sens, c'est pas forcément donner des bonnes nouvelles, mais donner l'état exact de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que je vais me faire virer? Je parlais avec un de mes voisins qui travaille à la RH de Air France.
je peux te dire que le niveau d'angoisse chez Air France, il est très, 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 très élevé. Mais ils essayent de communiquer du mieux qu'ils puissent. À ma connaissance, le niveau d'angoisse chez Air France est très élevé depuis plusieurs années. Oui, oui. Là, on est encore peut-être un étage. Ouais. Kéani, est-ce que tu as des solutions qui sont via toutes les startups là, que vous accueillez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont rapides à mettre en œuvre, qui peuvent apporter un bénéfice, j'allais pas dire instantané, mais est-ce qu'il y a des techniques, est-ce que tu as des choses à nous présenter sur ce sujet-là? Bien sûr. Je complète ce que je disais tout à l'heure sur le fait que pour moi, ça devient un peu du basique, hein, le fait de pouvoir permettre la communication et recueillir le ressenti des collaborateurs. Ça, c'est crucial et donc on a plein de solutions au sein de l'association qui vont permettre d'y répondre. Que ce soit de manière anonyme ou pas, hein, faut pas l'oublier, parce que par moment, sur certains sujets, les collaborateurs n'ont pas forcément envie qu'on sache que ça vient d'eux. On va avoir également des chatbots qui vont pouvoir être mis en place pour pouvoir permettre de poser des questions sans forcément s'adresser à son manager. Que ce soit sur les process de la société, sur des questions un peu plus personnelles, quand est-ce que j'ai le droit de poser mes congés, combien j'ai le droit de RTT, etc. Voilà, des questions sur le fonctionnement global de l'entreprise. Donc, on va pouvoir mettre en place des chatbots qui vont permettre aux collaborateurs d'y avoir accès à n'importe quel moment. On va avoir aussi des solutions qui vont permettre de renforcer le lien social entre collaborateurs. Alors, je pense notamment à Commit, qui va par exemple permettre de créer, en fonction des centres d'intérêt des collaborateurs et de leur disponibilité, des activités communes. Alors, c'est vrai que dans les startups que la Happy Tech a, on a effectivement des solutions, donc on dit Figital, c'est-à-dire qui sont physiques et qui embarquent le digital, et on va avoir des solutions 100% digitales qui du coup sont pas physiquement palpables. Et dans la solution de Commit, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux collaborateurs de se retrouver sur des intérêts communs. Alors ça peut être des activités, ça peut être des projets également, où du coup ils vont se retrouver avec certaines personnes de l'entreprise avec qui ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler, pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Donc ça peut très bien être physique, mais également à distance, pour créer du lien. En tout cas, c'était ça l'idée. Enlever et casser les silos. Je pense aussi à une solution qui est plus que d'actualité et même avant Covid, Mailloop, qui est une solution formidable qui va permettre, excusez-moi, mais de réduire les emails inutiles. Et j'imagine que vous êtes tous dans cette situation où en 2 jours, vous pouvez vous retrouver avec 250, 300 emails dans votre boîte de réception, dont un quart qui en réalité vous concernait. Et du coup, cette solution, elle va vraiment permettre de se dire, OK, allez, je note tous les emails que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un plugin qui s'ajoute à votre boîte email. Et du coup, vous notez, c'est avec un petit smiley, c'est hyper rapide. Cet email-là, utile, inutile, intrusif, agressif, etc. Et donc, la personne en face, elle va être notifiée. Trop de personnes en copie, ça ne m'intéressait pas. Et donc, l'objectif, c'est derrière de permettre aux personnes qui sont en face de pouvoir s'améliorer et de réduire les emails inappropriés avec trop de personnes en copie. Pas au bon créneau horaire aussi, hein, parce que quand on reçoit des emails à minuit ou 23h le soir, c'est pas forcément adapté. Donc voilà, l'idée c'est de permettre aussi de réduire les emails massifs qui sont envoyés aux collaborateurs. Et après, j'imagine que vous devez connaître aussi toutes les solutions sportives. Donc nos startups aussi ont dû se réinventer pendant cette période-là pour pouvoir proposer des coachings online à distance pour prendre en compte le bien-être du collaborateur.
Et bien entendu, à partir de la semaine prochaine, ça pourra reprendre physiquement dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Mais voilà un petit peu le panel. Je parle pas trop d'environnement de travail, même si on en a certaines qui vont permettre Coach for Eyes, qui est une solution merveilleuse. Tu parlais de problèmes aux yeux, Christophe. Moi, j'en ai été victime aussi. J'ai jamais été autant collée devant un écran. C'est une vraie catastrophe. Les RH, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, pensez aux yeux de vos collaborateurs parce que c'est leur outil de travail. Et moi-même, hein, je le dis à mes collaborateurs, faites des pauses. On est tellement dans le rush à bosser, à faire des conf calls, etc., qu'on ne pense pas à faire des pauses. Nos yeux sont secs. On peut attraper des infections, malheureusement. Moi, c'est ce que j'ai eu au bout de 3 semaines de télétravail. J'ai mon œil gauche qui s'est infecté. Parce que à la base j'ai des yeux qui sont sensibles et donc forcément l'écran n'ayant pas aidé. Donc si vous pouvez mettre à disposition tout le matériel pour vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions par rapport à leurs yeux, c'est important. Et en l'occurrence, Coach for Eyes est une application qui va vous accompagner dans ce sens-là, mais également apporter des petits tutos de pause, de gymnastique des yeux, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est très important pour pouvoir lubrifier l'œil. Voilà. Théanie, juste pour rebondir, le marché le marché digital en fait en France est quand même très vaste en termes de solutions RH. Un RH qui aurait une ambition, un projet concernant la QVT peut te contacter directement avec son projet. Tout à fait, exactement. En fait, donc merci Christophe d'avoir mis le lien de l'asso. N'hésitez pas à le parcourir. On a 6 grandes catégories qui sont ressorties, qui correspondent en fait aux problématiques des entreprises. Et dans chacune des catégories, vous allez pouvoir retrouver des startups qui vont répondre à vos besoins. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans ce sens-là, on est disponible, vous nous contactez et on fait une sorte de mini-audit ensemble. Et ensuite, on va sélectionner des startups qui pourraient vous intéresser. On vous les fait tester et on les fait tester à vos collaborateurs. Ils peuvent voter et à la fin, vous choisissez celle qui aura remporté la majorité des collaborateurs et ensuite déployer en un claquement de doigts les solutions. Je me permets de rebondir sur les yeux, Christophe, juste un truc, parce que j'ai vraiment des exemples d'entreprises. Alors ensuite, il faut avoir la trésorerie pour le faire, bien sûr. Mais des entreprises qui se sont dit, OK, tout le monde est en télétravail en ce moment et on va aller de plus en plus, mettre sur un petit ordinateur portable toute la journée, ça flingue les yeux. Et il y a des boîtes qui ont fourni des écrans. Ça semble tout bête, mais je peux vous dire que l'impact sur les salariés a été de dingue en se disant ma boîte prend soin de moi. Et je pense que la notion de prendre soin d'eux en ce moment, elle n'est pas à exclure dans la notion de motivation. Voilà, je voulais juste. Alors, Alison qui me tend une super perche, comme ça j'allais en venir à Gaël, qui me dit concrètement comment pouvons-nous retrouver, créer du lien avec nos collaborateurs après le Covid, ateliers physiques, visio sur les thématiques RH d'actualité. Une des solutions de remotivation, effectivement, c'est de communiquer envers les salariés. Ça peut être aussi de faire intervenir Gaël sur ces sujets-là dans votre entreprise, puisque Gaël l'a dit, il est écrivain, mais il est aussi conférencier. Et aussi intéressant de voir un acteur un peu externe qui va venir intervenir dans votre entreprise et qui va contextualiser son intervention par rapport à votre besoin, etc. Tu peux en parler, Gaël? Mais justement, alors il y a le lien que tu as mis, mais il y en a un autre, et surtout, en fait, je viens de lancer une nouvelle conférence avec une camarade qui s'appelle Edwige Coupez, qui faisait sur France Info pendant très longtemps une rubrique qui s'appelle Prenez soin de vous. Et on lance une nouvelle conférence qui se fait soit en visio, soit en présentiel, autour du bien-être, mais de façon globale, parce qu'en fait, on parlait très souvent avec Edwige. Elle est très spécialisée sur le bien-être personnel. Donc, elle va t'expliquer, Christophe, tous les bienfaits de la macrobiotique. Et moi, je m'occupe du bien-être au travail. Et donc, en fait, on a joint nos deux compétences pour faire une seule conférence autour du bien-être de façon globale. Jamais les deux, et alors du fait du télétravail forcé aussi, jamais les deux n'auront été aussi mélangés finalement. Parce qu'on avait en permanence cette angoisse de tomber malade et de l'autre côté, l'obligation de travailler. Et tant que le corona sera là, cette angoisse ne va pas partir. Donc je crois que s'il y avait une conférence que je conseillerais, ça serait celle-là, mais il y en a 7 ou 8 autres, je crois. Dont celle avec Bob, bien entendu.
qui, contrairement à ce que je prétends dans mon livre, n'est pas vraiment mort. Ça marche. Je pense qu'on a fait un petit tour de la question là pour ce matin. Est-ce que Théanie, tu veux rajouter quelque chose? Écoute, nous en tout cas, on a pour objectif de reprendre, si tout va bien, l'activité et l'actualité de l'asso parce que on a été très actifs comme toi sur les réseaux et avec à travers des webinars. Mais on organise également des événements physiques où pendant toute une journée, les startups vont pouvoir être en contact avec les RH, les entreprises pour pouvoir faire tester leurs solutions. Et donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Très prochainement, il y aura un événement qui sera organisé sûrement sur septembre-octobre. Et 2021, ce sera de la folie et en partenariat avec MyRH Line. Donc, restez connectés. Alors nous, on a alors, à voir hein, si c'est possible, mais normalement, on organise une matinale à Paris sur la thématique du bien-être le 29 septembre. Voilà, la date est donnée. Je pense que ça sera réalisable. À confirmer. Alors, moi, Christophe, j'aimerais répondre à une question à laquelle on n'a pas répondu. C'est la question de Marie qui dit « Devrait-on communiquer sur le fait qu'on ne sait pas ?» Et oui. La réponse est oui, 1 million de fois oui. Il y a dans l'inconscient collectif français une chanson que les plus vieux comme moi connaissent, de Jacques Dutronc, qui dit « On nous cache tout, on ne nous dit rien ». C'est-à-dire, quand on dit rien, on se dit forcément, il y a un loup quelque part. Forcément, il va y avoir un plan de licenciement. Donc, quand on ne sait pas, c'est pas dire on ne sait pas, c'est dire on ne sait pas, mais on vous donnera une réponse et s'engager sur des délais de réponse. On a le droit de ne pas savoir et enfin, les entreprises, en ce moment, c'est tellement difficile. On ne sait pas si le corona va partir, s'il va revenir. On n'en sait foutrement rien. Donc, on a le droit de ne pas savoir, mais par contre, de donner des délais en disant regardez comment a géré, mine de rien, le déconfinement, le gouvernement. Ça a été par étapes. Là, je sais, par exemple, je suis certain que le 22 juin, ils vont communiquer sur des nouvelles mesures de déconfinement. C'est un côté rassurant de se dire, peut-être que le 22 juin, les cinémas vont réouvrir. C'est pas sûr, mais il y a eu des étapes. Je crois que le rôle de l'entreprise, c'est aussi de communiquer parfois sa méconnaissance des choses, de le dire très honnêtement. Ça veut pas dire pas être professionnel, ça veut juste dire on gère. Et on gère même les choses qu'on ne connaît pas et c'est par étapes. Donc voilà, je voulais répondre à cette question parce que ça me semble vraiment importante dans ces grandes périodes d'incertitude, comme on dit. Ouais. Eh ben, je vous remercie. Merci Théanie d'être intervenue. Merci Gaël. Merci et à puis, toi je vais pour vous cette souhaiter un bon appétit à toutes et à tous. Je vois qu'il est déjà midi. Et vous pourrez visualiser ce replay à partir de cet après-midi sur MyRH Line. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao. Au revoir. À bientôt. Au revoir.